En Nouvelle-Zélande, le Premier ministre veut interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. 2 des 3 partis de la coalition au pouvoir y sont toutefois opposés. Ce samedi, l'Islande se prononcera sur la reprise des négociations en vue de son adhésion à l'UE, mais la question de la pêche pourrait tout faire basculer. 10 000 personnes rassemblées à Stockholm pour la défense de l'environnement. Une manifestation à 3 semaines des élections législatives en présence de Greta Thunberg. En Nouvelle-Zélande, le Premier ministre Christopher Luxon veut interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Le projet de loi impliquerait une vérification de l'âge des utilisateurs sur les plateformes telles qu'Instagram ou TikTok. We would never knowingly let our children wander into places in the real world we know to be unsafe. We put boundaries around cars, around alcohol, around gambling, because we know children aren't yet equipped for them. And yet online, we've left them almost completely unprotected. En cas de non-respect de ces nouvelles règles, les plateformes pourraient se voir infliger une amende pouvant atteindre 10% de leur chiffre d'affaires mondial. This is a generational shift. We are the first generation of parents raising children in a fully digital world. There is no rule book for this, but we know enough to act. Le texte est pour l'heure loin d'être adopté. 2 des 3 partis de la coalition au pouvoir s'y opposent. Avec cette mesure, Christopher Luxon entend inscrire la Nouvelle-Zélande dans un mouvement déjà engagé par plusieurs pays pour restreindre l'accès des mineurs aux réseaux sociaux. L'Australie a été la première à mettre en œuvre une interdiction pour les moins de 16 ans, tandis que la France et le Royaume-Uni travaillent également à renforcer les restrictions. Ce samedi, les Islandais vont décider s'ils veulent relancer les négociations pour rejoindre l'Union européenne. Un oui permettrait de reprendre les discussions avec Bruxelles, un non refermerait une nouvelle fois la porte de l'UE. L'Islande avait pourtant fait acte de candidature en 2009, en pleine crise financière, mais 4 ans plus tard, avec l'arrivée au pouvoir d'une coalition eurosceptique, les négociations avaient été suspendues. À cette date, l'économie islandaise s'était largement redressée et le soutien de l'opinion publique à l'adhésion à l'Union s'était également estompé, la pêche constituant un sujet de discorde. Depuis, le contexte a changé. Fin 2024, un gouvernement pro-européen dirigé par Kristrún Frostadóttir est arrivé au pouvoir et a remis la question de l'adhésion sur la table. Depuis lors, des événements géopolitiques majeurs ont redessiné le paysage international, notamment la menace du président américain Donald Trump de s'emparer du Groenland et la transformation de l'Arctique en zone stratégique pour les terres rares, ce qui a fait d'une coopération plus étroite avec l'UE un élément clé pour la sécurité de l'Islande. Les derniers sondages d'opinion indiquent que les résultats devraient être très serrés. « 10 000 personnes rassemblées à Stockholm en faveur du climat. La manifestation s'est déroulée à 3 semaines des élections législatives. Dans un sondage publié il y a quelques jours, 37% des Suédois interrogés considèrent l'environnement comme leur priorité électorale. 200 ONG et des associations ont participé à la marche. There's absolutely no party in Sweden who are even proposing politics in line with anything close to what science says would take for us to avoid a climate disaster. I do not have hope in our elected officials, no. But I have hope in people, yes. La Suède s'est fixée pour objectif de réduire de 70% ses émissions de dioxyde de carbone liées au transport d'ici 2030. Le gouvernement en place est critiqué par la commission chargée de surveiller les mesures en faveur du climat. La commission climat regrette notamment la baisse des taxes sur l'essence et l'assouplissement des obligations imposées aux fournisseurs de carburant. Les feux de forêt qui ravagent l'Europe mettent à nu une menace potentiellement mortelle sous le sol. Des bombes et des mines non explosées datant des Première et Seconde Guerres mondiales. Certaines armes ont explosé sous l'effet d'une chaleur intense, des explosions ayant été signalées en France, en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. En Belgique, les incendies se sont propagés sur d'anciens champs de bataille, notamment dans les Hauts-de-Fagne, où les services d'urgence ont dû s'adapter aux risques liés aux munitions enfouies. Au-delà de la menace immédiate qui pèse sur les pompiers, le service belge de neutralisation des engins explosifs répond à plus de 3000 appels chaque année et neutralise jusqu'à 250 tonnes de munitions datant de la guerre.
Selon les chercheurs, le changement climatique accentue ce risque, car la chaleur extrême et la sécheresse peuvent déclencher des explosions ou mettre à nu des armes cachées sous terre. La sécheresse a également mis au jour des armes dans les rivières et les lacs. En Slovaquie, la baisse du niveau de l'eau a mis à nu 2 mines navales, tandis que des bombes ont refait surface à mesure que les eaux se retiraient en Hongrie et en Allemagne. A 12-day conference about the worsening problem of land degradation is held in the capital of Mongolia, Ulaanbaatar. Delegates from 197 United Nations member states are joined by the representatives of indigenous communities and more than 60 organizations. The 17th Conference of the United Nations Convention on Combating Desertification here in Ulaanbaatar started with a stark warning that recent heat waves and wildfires only laid bare the fact that land degradation problem is already with us and requires urgent action. Land degradation. As much as 40% of usable land on the planet is turning into deserts, and more than 3 billion people are affected, experts warn. COP conferences of the Convention of the United Nations, held since 1996, have achieved a level of cooperation, and many projects of reforestation and water management are already underway. But Mongolian hosts call for more results as the problem gets worse worldwide. Та бидний хэл соёл үнд сугсаа. Шашин шүтлэг өөр хоорондоо өөр боловч их дэлхийдээ инх мөнх орших ирээдүгээ хамгаалах хүсэл зорилго нэгтэй. Тиймч та бид манай улсад сүлжтэй эсрэг ив санал нэгдэн бүгдийн гэр орон болсон их дэлхийнхээ төлөө өөрсдийнхөө ирээдүйнхээ төлөө хамтдаа хуран цуглаад байна. Focus of COP17 in Ulaanbaatar is on so-called rangelands and pastoralist areas with low vegetation suitable for herding. State representatives met to discuss ways to raise funds for projects and public-private partnerships. Land degradation and desertification recognize no political boundaries. Their consequences travel across borders, affect economies and livelihoods, intensify food and water insecurity, and place the stability of entire communities at risk. COP17 therefore presents us with an opportunity to demonstrate international cooperation at its best. Dozens of projects and innovative technologies are on the conference's exhibition. By the time it ends on the 28th of August, different stakeholders from city mayors to local people and scientists will have presented their experience in more than 400 events. Plusieurs dirigeants baltes et scandinaves sont arrivés à Kiev pour un sommet qui coïncide ce lundi avec la fête de l'indépendance de l'Ukraine. La réunion se déroule dans le cadre de la coalition des volontaires et vise à réaffirmer le soutien apporté à l'Ukraine. Les cérémonies officielles de commémoration et les rencontres bilatérales doivent se succéder pendant 48 heures. Le sommet se tient au moment où des voix s'élèvent en Ukraine pour réclamer la tenue d'une élection présidentielle. Volodymyr Zelensky estime que c'est impossible en temps de guerre. Підтримуючи і допомагаючи нам наші справжні друзі і партнери, всі, кого я неймовірно радий бачити зараз тут, дійсно наші друзі, наші брати і сестри. Aux yeux de Volodymyr Zelensky, une élection en temps de guerre ferait porter un risque énorme à l'Ukraine et le pays pourrait se fracturer. Moscou a lancé son invasion de l'Ukraine à grande échelle le 24 février 2022 et le mandat présidentiel de Volodymyr Zelensky a expiré en mai 2024. Mais la loi martiale en vigueur depuis le début de la guerre interdit d'organiser des élections. Depuis plusieurs heures, les secours cherchent d'éventuels survivants après le glissement de terrain qui a fait au moins 30 morts dans cette décharge de la capitale guinéenne. Dans la nuit de samedi à dimanche, après de fortes pluies, une montagne de déchets s'est effondrée sur des habitations situées à proximité. Première partie qui s'est écoulée, les gens ont essayé un peu de venir au secours. Est-ce qu'il n'y a pas de gens en bas? Est-ce qu'il n'y a pas de gens en bas? C'est ainsi que les gens sont venus en courant. Et quand ils sont venus en courant, ils sont montés sur les ordures pour voir s'il y a personne. C'est ainsi maintenant la deuxième partie a cédé en 3 temps, en cascade, et c'est ça qui s'est déversé sur les personnes maintenant.
Le gouvernement guinéen affirme que la fermeture de la décharge avait été prévue pour ce même dimanche et que quelques jours avant l'incident, il avait remis des avis d'expulsion aux personnes vivant à proximité. Des habitants du quartier affirment, eux, qu'ils réclamaient la fermeture de la décharge depuis longtemps. Nous, la jeunesse d'Aslam, on a tout fait pour éviter cela. Donc, mais ça n'a pas empêché que ce troublement ait lieu. Parce qu'on a organisé des sittings, on a organisé des sacrifices, on a invité les responsables des départements concernés, mais ils n'ont pas pris la chose au sérieux. Donc du coup, ce qui a fait aujourd'hui cet éboulement, moi j'accuse l'État. Parce qu'ils n'ont pas pris des mesures pour que la décharge soit fermée. Pourtant, ils nous avaient promis. Depuis ça fait un an. En 2017, un drame similaire dans cette même décharge avait fait 9 morts et une vingtaine de blessés. Les Français ont à Paris le zouave du pont de l'Alma, dont les pieds sont dans l'eau quand le fleuve est en crue. Et à Rome, les Italiens ont au fond du Tibre les vestiges du pont de Néron. Les ruines du pont Snéronyamus s'effleurent à la surface de l'eau et c'est le signe d'une sécheresse sévère. Des ingénieurs romains avaient mis sur pied le passage sur le fleuve à l'époque de Néron ou peut-être même de Caligula. L'incertitude demeure sur la période exacte de sa construction. Le pont date en tout cas du début de notre ère et était posé sur un coude du Tibre en plein cœur de Rome, à côté de l'actuel pont Emmanuel II et tout près du château Saint-Ange. Le pont Snéronyamus enjambait le Tibre et reliait le champ de Mars sur la rive gauche à l'actuel secteur du Vatican sur la rive droite. Plusieurs piliers du pont néronien s'étaient maintenus jusqu'à leur destruction au XIXe siècle pour faciliter la navigation sur le Tibre.